Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette session de Tech for Onco. Voilà, donc comme l'année dernière, du coup, Christelle, je suis manager des programmes du CIRIC Brio. Claire Larmonnier, ingénieure biologiste à l'Institut Bergonié. Alors, effectivement, cette série de séminaires est organisée donc, dans le cadre des événements que nous soutenons au CIRIC Brio. Donc, comme vous le savez, nous sommes le site de recherche intégré sur le cancer de Bordeaux. On est 8 en France. Et dans le cadre de nos séminaires en ligne que nous avons intitulés les Bright Series with Brio, effectivement, nous proposons aujourd'hui un nouvel épisode de notre série Tech for Onco. Donc, juste pour petit rappel, effectivement, vous pouvez retrouver l'ensemble des séminaires en ligne que nous proposons sur notre site internet, notamment le séminaire de l'année dernière que nous avons intitulé Histoire de patients, que nous avons dédié au parcours de 3 patients du diagnostic jusqu'au traitement autour donc, du glioblastome, du cancer du côlon et du cancer du rein. Les regards croisés que nous avons organisés avec nos partenaires industriels avec plusieurs thématiques d'intérêt, je vous invite à retourner les visionner. Et la série Tech for Onco, donc où l'année dernière, nous avons présenté donc, toutes les nouvelles technologies autour d'une single cell et puis tout ce qui va avoir attrait à la métabolomique. Voilà. Donc, pour les sessions Tech for Onco, on est ravis de vous retrouver pour la première session 2022. L'idée de ces sessions Tech for Onco, c'est de présenter des technologies ou des approches innovantes par nos partenaires experts techniques industriels, mais également des applications concrètes dans la vraie vie par des chercheurs, soit en recherche fondamentale ou plus translationnelle clinique. Donc, l'année dernière, on a fait intervenir des experts bordelais et nationaux. Et le format donc, de ces sessions, en fait, se reporte aussi à cette année. Donc, pour organiser ces sessions Tech for Onco, en fait, ça répond à une demande au niveau de la communauté bordelaise pour l'acquisition de technologies ou de la mise en place de partenariats innovants dans le cadre du projet Oncosphère Bordeaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a mis en place un panel d'experts au sein donc des institutions bordelaises, universitaires, CHU ou Institut Bergonié, et on a préparé en fait des thématiques qui avaient un attrait pour la communauté et identifier des thématiques d'intérêt. Et donc, c'est aujourd'hui, on se réunit avec la société Parean, qui est basée à Saint-Malo et qui va nous proposer en fait une approche immunomix complète avec une partie wet lab et une partie bio-info-analyse. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir répondre à l'analyse de la réponse immunitaire avec des expertises et des technologies de pointe et de proposer une solution intégrée en fait qui reprend également l'analyse bioinformatique. Donc l'idée justement c'est de vous présenter aujourd'hui cette approche et on espère pouvoir stimuler des partenariats, des idées de collaboration. Donc aujourd'hui avec nous on a Madame Julie Dechanet-Merville, coordinateur d'Immunoconcept côté université, le docteur Charlotte Dombly pour le CHU de Bordeaux, Madame Élodie Darbo pour le BRIC et en modérateur, monsieur le professeur Nicolas Larmonnier d'Immunoconcept et le docteur Gaëtan McGrogan, responsable et coordinateur du département de biopathologie à l'Institut Bergonié. On a également donc l'équipe de Parean. Voilà. Donc, je vous invite, vous pouvez poser vos questions par le chat ou par le petit Q&R. Voilà, et on essaiera du coup de les transposer pour pouvoir les discuter ensemble. Je vous souhaite à tous une bonne session et je vais passer la main du coup à l'équipe de Parean pour le début de ce séminaire. Bonjour à tous, Marwan Fati, Société Parean. J'ai le plaisir d'être ici avec les équipes aujourd'hui à Bordeaux et mes associés cofondateurs de Parean, Valentin Quignou et Franck Pham. L'idée, effectivement, aujourd'hui est de vous présenter l'utilisation notamment des technologies omiques en immunologie, de vous présenter un petit peu Parean et ensuite Valentin présentera sur les différents thèmes l'aspect général et les applications technologiques qui sont utilisées aujourd'hui, notamment en immuno-oncologie.
Donc l'agenda se déroulera en quatre temps, une présentation rapide des immunomiques, l'état des lieux aujourd'hui, des technologies utilisées, en quoi ce sont des opportunités en oncologie. On abordera l'aspect protocole, comment on construit un protocole immunomique d'un point de vue laboratoire et d'un point de vue data science. On aura une table ronde à ce moment-là. Puis on enchaînera sur les technologies utilisées en bioinformatique et biostatistique, des partages d'expériences, des étapes clés à garder en tête lors de la construction d'un protocole. On aura également le témoignage d'Éric Tartour, professeur en immuno-oncologie, qui partagera notamment une mission qu'on a pu réaliser avec lui et son équipe. Et puis on terminera sur une table ronde générale où on reprendra les sujets et chaque chercheur ici présent pourra partager son expérience et l'utilisation de technologies dans la pratique courante. Donc Parean Biotechnologies est une société qui a été créée à Saint-Malo. Le siège est à Saint-Malo, nos laboratoires sont à Saint-Malo. Notre expertise est d'abord une expertise en immunologie. On utilise notamment les techniques NGS et transcriptomiques pour décoder, phénotyper les populations cellulaires immunitaires. On travaille sur toutes les populations cellulaires de cellules immunitaires, mais particulièrement également sur le TCR. Donc, nos objectifs, ils sont sur trois notamment éléments. D'abord, construire des outils pertinents en diagnostic et en développement de nouveaux produits autour du TCR. On souhaite également être le partenaire privilégié des équipes de recherche académiques et privées sur l'analyse du répertoire, l'analyse de la réponse immunitaire dans sa fonctionnalité, sa spécificité, et également contribuer à ces projets de recherche, notamment sur les analyses multi-omiques. Et puis, on a une démarche d'amélioration continue, d'internalisation des technologies, qu'elles soient single cell et d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on fait déjà du single cell et on développe des nouveaux outils sur ce thème. Donc, notre mission est de développer des marqueurs prédictifs de réponse ou des nouvelles thérapeutiques, que ce soit en oncologie, c'est beaucoup le cas actuellement en oncologie, mais également en maladies auto-immunes et neurologie. Donc, encore une fois, d'abord une expertise de pointe en immuno, grâce à l'expertise combinée, notamment de mes associés de Valentin et Franck. C'est une plateforme qui est complète, intégrée. Vous, chercheurs, vous savez l'importance de pouvoir maîtriser les biais tout au long des étapes, et d'internaliser ces technologies nous permet de les contrôler et d'assurer une génération de la donnée qui est propre et une structuration de la donnée dans un second temps. Et puis, on a une compétence particulière sur l'intégration des données, donc pas seulement les données que Parean peuvent générer auprès des équipes de recherche. On analyse également et on aide à structurer et analyser les données qui ont été générées par nos partenaires. Donc, on a 90 mètres carrés de laboratoire à Saint-Malo. Les opérations de laboratoire sont particulièrement sous la charge, sous la responsabilité de Valentin. On a une unité de biobanking, cytométrie, d'extraction d'ARN, contrôle qualité, on prépare les librairies et on travaille en bulk et en single cell. Et puis, on a des pipelines et des outils et des algorithmes que nous construisons à façon pour analyser les données omiques. Donc, nous sommes aujourd'hui 3 fondateurs. Brièvement, Franck Pham, qui est responsable de la data science, qui est mathématicien, un doctorat en biologie computationnelle, qui est en charge de tout ce qui est analyse des omiques chez Parean et les programmes d'intelligence artificielle aussi qu'on va débuter cette année. On a donc le docteur Valentin Quignot, qui est lui pharmacien biologiste, qui a un doctorat également en immunologie, qui est en charge donc des opérations de laboratoire et des montages de protocoles. Il a notamment aussi une expertise sur le contrôle qualité des thérapies cellulaires. Et moi-même, pharmacien industriel, sur un parcours plutôt industriel, donc chez Sanofi et chez Ipsen en tant que directeur de la stratégie et directeur commercial. Et on a 3 personnes qui nous accompagnent depuis le tout début. Le professeur Harry Sokol, gastro-entérologue, qui notamment utilise les données omiques dans le cadre de ses essais cliniques. Le docteur Claude Bernard, qui est pharmacien responsable de l'EPHP, qui nous accompagne notamment sur les aspects compliance et réglementaires. Puis Alexis Vendier, qui est lui l'œil de l'industriel chez Ipsen aujourd'hui, qui a une très grande compétence en stratégie, développement de portefeuille, qui nous donne le regard de l'industriel sur ce type d'analyse. Donc, je vais aller très brièvement sur la plateforme. De toute façon, on aura l'occasion par la suite de la détailler, mais ça donne l'exemple de tout ce qu'on est aujourd'hui, nous, en capacité de gérer, du prélèvement biologique, qu'il soit humain ou animal, à de l'ARN, à de la donnée brute. On traite toutes ces données et tout projet qui arrive chez Parean en fonction des besoins de nos clients. Et ça, pour le coup, encore une fois, vous aurez les exemples par la suite. 3 schémas de collaboration en pure prestation de service, sur des collaborations ad hoc également. C'est aujourd'hui ce qu'on a fait beaucoup en 2021. Et puis sur des partenariats de recherche étendus, dans les cadres des FHU, RHU, INI. C'est notamment des sujets qu'on traite avec les équipes de Bordeaux dans le cadre d'un projet européen récemment approuvé. Et
Et donc, ça peut passer. On travaille aujourd'hui avec des équipes de recherche académique, beaucoup. On a travaillé avec Gustave Roussy, l'Institut du cerveau, Georges Pompidou, les unités INSERM, bien évidemment. On travaille depuis aussi récemment avec une biotech qui s'appelle Sangamo, qui développe des CAR-T. Et donc, maintenant, je vais passer la main à Valentin Quignou, qui commencera le programme sur notamment les immunomiques et l'état des lieux et les opportunités en oncologie. Merci Marwan et merci à Cyril Briot pour l'invitation. On est vraiment ravis d'être ici. Donc, je vais vous faire une brève introduction sur ce qu'on appelle les immunomics. Donc, les immunomics, c'est l'utilisation en fait, des techniques omics pour pouvoir étudier le système immunitaire dans ce qu'il y a de plus complexe, ce qu'il y a de plus divers et dans sa dynamique. Donc, premier type de mix intéressant pour étudier le système immunitaire, le RNA-seq, le transcriptomique, qui va s'intéresser donc à l'expression des gènes, que ce soit dans leur ensemble, en gros transcriptomique ou sur une signature de gènes, ce qu'on appelle le targeted transcriptomique. Donc là, on va s'intéresser à la fonctionnalité de la cellule. Deuxième façon d'étudier la fonctionnalité de la cellule, la protéomique, qu'on faisait précédemment en cytométrie avec 9-10 couleurs en fluorescence. Là, grâce à l'utilisation de matériel omique et d'anticorps barcodés du séquençage NGS, on est en capacité d'aller investiguer 100, 200, 250 protéines en même temps sur un seul prélèvement. Donc là, toujours de la même façon, fonctionnalité de la protéine. Et ces deux techniques combinées ensemble sont ce qu'on appelle communément le site-seq. Maintenant, troisième technique omics pour le système immunitaire, le répertoire immunitaire. Donc là, on va s'intéresser à la spécificité du répertoire. C'est-à-dire qu'on va aller regarder quelle est la structure des récepteurs qui sont en capacité de reconnaître les antigènes, que ce soit des antigènes viraux ou antigènes. Donc les TCR pour les lymphocytes T et les BCR pour les lymphocytes B. Et on peut combiner l'analyse de répertoire immunitaire avec une technique assez simple qui s'appelle le DEC-seq, qu'on utilisait précédemment en cytométrie. En fait, c'est la technologie des tétramères fluorescents. Là, on utilise de la même façon des tétramères, mais qui sont barcodés, et on peut aller investiguer comme ça sur un seul prélèvement 50, 100 antigènes différents, et donc identifier quelle est la structure du récepteur TCR qui va être capable de reconnaître tel ou tel antigène. Donc ces techniques immunomiques, elles sont déjà bien implantées en oncologie, notamment pour la classification évidemment des cancers, l'investigation des targets possibles en thérapeutique et puis des pathways qui découlent de l'activation liée à ces thérapeutiques. Dans le diagnostic et le prognostic des cancers, notamment avec des tests diagnostiques qui sont approuvés par les FDA, par exemple pour le clonosec qui permet de suivre des clones dans le cadre des clones tumoraux dans le cadre des cancers hématopoïétiques. Et puis évidemment l'utilisation des immunomics dans le développement des thérapeutiques, à la fois l'immunothérapie puis les thérapies cellulaires type CAR-T-cell ou CAR-TCR. Donc pour aller un petit peu plus loin dans les immunomics, on va voir de quelle façon cette fois on construit un protocole pour pouvoir tirer un maximum d'informations des prélèvements et rendre ce protocole le plus rentable entre guillemets possible, à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue biologique. Donc voici en gros comment se déroule un protocole immunomics. Il y a deux parties fondamentales qui sont la biologie, le wet lab, donc vraiment à la paillasse, et ce qu'on appelle la computational biology qui va traiter les données NGS qu'on a générées à la paillasse. Comme vous pouvez le voir, ces deux parties sont pas équivalentes. C'est absolument fondamental quand on design et quand on veut faire ce genre de protocole de considérer ces deux sous-parties en fait comme deux expériences absolument complémentaires dans la construction de ce protocole. Pour la partie wet lab, donc relativement classique entre guillemets, de la biologie cellulaire depuis le prélèvement jusque par exemple le tri cellulaire pour enrichir des populations. Ensuite, la biologie moléculaire pour tout ce qui va être extraction du matériel génétique, fabrication des librairies lorsqu'on est en bulk, ou bien traitement direct de la cellule à l'état vivant lorsque l'on veut faire du single cell. Encore une fois, à partir du moment où les librairies sont fabriquées, le contrôle qualité pour pouvoir les envoyer en séquençage. Une fois qu'on les envoie en séquençage, deux grandes notions à avoir en tête, à savoir la profondeur de séquençage et la longueur des reads qu'on va utiliser. Et une fois que l'on récupère ces données de séquençage, c'est la computational biology qui prend le relais. Excusez-moi. Avec une première partie de bioinformatique, qui peut paraître anodine, mais il faut bien réceptionner ce type de données, il faut les stocker, il faut en faire un contrôle qualité, les aligner, en fait créer un objet bioinformatique qu'on va être en capacité
d'analyser derrière. Et donc, c'est la biostatistique qui nous permet de faire ça, avec l'identification des populations cellulaires, différents types de normalisation à appliquer en fonction des données qu'on va avoir, et puis les analyses différentielles d'expression de gènes ou d'expression de password. Une fois qu'on a effectué ces tests, c'est l'output graphique, à savoir une représentation facilement interprétable et qui permet derrière publication dans les revues les plus prestigieuses, évidemment. On va rentrer un peu plus dans le détail cette fois des différentes sous-parties de ces protocoles, donc qui commencent pour la biologie cellulaire au prélèvement biologique. Tout le monde connaît la difficulté d'obtenir des prélèvements biologiques, que ce soit une difficulté administrative ou de la difficulté logistique. Il y a des prélèvements qui, à mon sens, ne sont pas assez exploités. C'est les prélèvements salivaires. Il y a maintenant, quand même, ces prélèvements qui sont faciles à faire et il y a des techniques qui permettent de les biobanquer. Le biobanking, c'est quand même pas quelque chose qui coûte très cher et ça peut être tout à fait informatif, notamment pour du transcriptomique ou voire même, si on sort un petit peu de ce contexte immunomique, du microbiote, mais quand on connaît l'impact du microbiote sur le système immunitaire, ça peut être tout à fait intéressant à aller voir. À partir d'un prélèvement classique, type prélèvement sanguin que l'on peut obtenir, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un tube de sang de 5 ml, avec 1 ml, vous pouvez obtenir suffisamment d'ARN pour aller faire de la transcriptomique et donc avoir une information sur le whole blood. Et ce qui vous reste, vous pouvez l'utiliser derrière pour aller chercher des populations un peu plus d'intérêt avec des phénotypes particuliers. Et pour ce qui est des tissus, tumeurs, FFPE, alors sur tout ce qui est évidemment biopsie tumorale, où là, l'intérêt quand même de travailler à l'état frais, on va avoir peu de matériel, on ne va pas diviser ces échantillons. On a souvent tendance à les utiliser pour le single cell, et là, ça m'amène à la deuxième partie de cette diapo, qui est la fabrication de la suspension cellulaire, à savoir que en fonction du tissu que vous allez avoir, des tumeurs que vous allez avoir, il y a maintenant différentes techniques qui permettent d'optimiser la fabrication de cette suspension cellulaire pour obtenir une information la plus pertinente possible derrière en single cell. Une fois que vous avez cette suspension cellulaire, vous passez au marquage cellulaire. Donc, soit fluorescent pour faire de la cytométrie, ce qui vous donnera déjà une information des fréquences des populations que vous avez dans votre échantillon, et également qui vous servira pour faire le tri cellulaire. Vous effectuez également l'étape de marquage pour l'analyse protéomique avec les anticorps barcodés et pour l'analyse de spécificité du répertoire immunitaire avec les dextramères. Une fois que ce marquage est fait, vous pouvez, avec la bonne stratégie de gating à définir en cytométrie, isoler des populations d'intérêt et donc derrière passer à la fabrication des librairies. Donc on passe à la biologie moléculaire cette fois. Donc 4 grands types, comme je le disais, de librairies en biologie moléculaire que l'on va utiliser pour l'immunomics. Le RNA-seq ou transcriptomique, donc le rôle transcriptomique qui va permettre en fait d'avoir une vue vraiment d'ensemble des transcrits générés dans la cellule, donc qui est plus une technique qui est utilisée en exploratoire. À partir du moment où, avec cet exploratoire, si on est en capacité d'isoler une signature, on peut aller la confirmer avec du targeted transcriptomique, où là, on va cibler en fait un ensemble de gènes, ce qui permet d'avoir des séquençages, par exemple, qui sont moins profonds en nombre de reads et donc de diminuer les coûts de séquençage. Et en termes de transcriptomique, on peut également aller voir des librairies de micro-RNA qui sont en charge du contrôle en fait, de l'expression protéique. Deuxième type de librairie, le répertoire immunitaire, donc lymphocyte B et lymphocyte T, aller investiguer la structure de ces récepteurs aux antigènes. Là encore, différentes technologies existent, la technologie RACE, la technologie multiplex. Encore une fois, il faut bien avoir en tête que l'ensemble de ces technologies a un impact sur les résultats qui vont être générés par la suite. Et c'est notamment ce qu'on a montré dans un papier que j'ai publié avec Pierre Barren dans l'équipe professeur Klatzmann, donc là où j'étais il y a quelques années, où on a comparé différentes technologies de génération de librairies du répertoire immunitaire et on a montré qu'en fonction des technologies utilisées, eh bien, la sensibilité, la spécificité, les résultats qu'on obtenait n'étaient pas la même. Donc encore une fois, à mettre en parallèle avec la question biologique qui est posée et les résultats qu'on souhaite obtenir derrière. Je vais juste revenir ici. Troisième type de librairie, donc les ACT-SEC, qui nous permettent d'aller investiguer l'expression protéique, mais également de faire du multiplexing d'échantillons, notamment dans l'analyse single cell, ce qui permet de combiner les échantillons ensemble et donc de diminuer les coûts de manip. Et enfin, les librairies d'EXEC avec l'utilisation des antigènes et évidemment à mettre en parallèle avec le typage HLA des patients. À partir du moment où on a généré ces librairies et où elles ont passé le contrôle qualité, on
peut les envoyer en séquençage. Et là encore, une étape comment dire, à anticiper. Merci Marwan. Je vous ai ici mis en comparaison différents types de séquenceurs donc, qui sont proposés chez Illumina, qui vont donc du MySeq au NovaSeq. Et donc, première chose à anticiper, c'est la quantité de données qui vont être générées par les manips de séquençage. En effet, on ne gère pas 15 gigaoctets de données comme on peut gérer 2 téraoctets de données. Et donc, il faut anticiper derrière les serveurs de stockage et puis les serveurs de calcul. De la même façon, la quantité de reads, c'est-à-dire la profondeur de séquençage qui va être utilisée, n'est pas la même si on est en exploratoire, si on est sur la confirmation d'une signature. La longueur des reads, de la même façon, n'est pas la même si on est sur du séquençage de micro-ARN, qui vont être plutôt petits, en 2x75, 2x100, versus du répertoire immunitaire, où on va être en 2x250 ou en 2x300. Donc, encore une fois, à anticiper, parce que toutes les plateformes n'ont pas le même équipement. La technologie interne au séquenceur doit également être prise en compte, et notamment les flow cells, qui sont les micropuces qui permettent de faire du séquençage. Comme vous pouvez le voir, les 3 premiers séquenceurs disposent d'une flow cell random, là où le NovaSeq dispose de ce qu'on appelle une flow cell organisée. Et avec ces flow cells organisés, on peut observer un phénomène de ce qu'on appelle l'index hopping. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un transfert d'index entre les échantillons, ce qui fait que on a de la difficulté à identifier d'où vient tel ou tel échantillon. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, d'une plateforme de diagnostic biologique qui faisait précédemment son diagnostic de tuberculose en MySeq. Ils ont voulu transférer le protocole vers le NovaSeq. Et il se trouve qu'à la première manip pilote, l'ensemble, les 100% des patients qui avaient été séquencés étaient positifs pour la tuberculose. Donc, de la même façon, il y a au niveau du protocole de biologie moléculaire et de la fabrication des librairies, ce genre de choses à anticiper par l'utilisation notamment de barcodes d'indexing uniques. Et enfin, la chimie qui est utilisée dans les séquenceurs n'est pas toujours la même non plus, avec soit une détection en 4 couleurs, soit en 2 couleurs. Donc en fonction de la diversité des séquences que vous allez séquencer, il faudra adapter par exemple la quantité de films que vous allez rajouter pour avoir une résolution suffisante de vos résultats. Et enfin, évidemment, le nerf de la guerre, le prix au niveau du séquençage, où le prix d'entrée sur un séquençage en MySeq peut paraître relativement bas par rapport à celui que l'on va avoir sur un NovaSeq. Mais en revanche, si vous le rapportez au nombre d'échantillons que vous pouvez multiplexer sur un MySeq versus un NovaSeq, sur un NovaSeq, on peut aller jusqu'à 192 échantillons qui vont être multiplexés. Le prix, évidemment, à l'échantillon est beaucoup plus bas sur un NovaSeq. Une question qu'on nous pose également souvent, c'est quand est-ce qu'on doit faire du bulk, quand est-ce qu'on doit faire du single cell. Alors, les 2 techniques ne sont pas antinomiques, ça va dépendre en fait de beaucoup de choses. Premièrement, l'échantillon qu'on va avoir. Pour faire du bulk, on va partir d'un échantillon d'ARN. Donc, ce qui est pratique, c'est que l'ARN peut être biobanqué, et donc on peut extemporaner la manip de fabrication, et ce qui fait qu'on peut attendre d'avoir beaucoup d'échantillons. Et c'est assez fondamental, parce que pour faire du RNA-seq en bulk, on ne va pas le faire sur un seul échantillon, on va le faire sur plusieurs échantillons, et on va surtout avoir un groupe contrôle, parce que c'est une technique d'expression relative, donc il faut avoir un groupe contrôle pour pouvoir comparer le groupe d'intérêt biologique. En single cell, on va plutôt travailler sur de l'échantillon frais, et on peut travailler sur un seul échantillon. Alors sur l'échantillon frais, ça nécessite d'avoir toute la chaîne de valeur, depuis la réception jusqu'à la fabrication des librairies pour pouvoir travailler, et donc avoir cette expertise. Parce que les protocoles, de la même façon, ne sont pas les mêmes. Sur du bulk, on va travailler à peu près sur une journée de travail, de à peu près 8 heures. Sur un protocole de single cell, on est plus sur 2, 3, voire 4 jours, et c'est des protocoles qui sont bien évidemment plus complexes. Notamment, les 4 types de librairies en fait, que je vous ai montré tout à l'heure, elles peuvent être faites en même temps, donc vous augmentez encore plus la durée des manipes. En termes de matériel nécessaire au laboratoire, le bulk est assez générique, en fait, à partir du moment où on a paillasse, des paillasse pipette classique et puis thermocycleur, on peut faire des librairies en bulk. En revanche, en single cell, vous avez nécessité d'être équipé en microfluidique, et notamment avec le chromium de chez Tenix. Et encore une fois, au niveau du séquençage, également à anticiper, parce qu'on ne va pas avoir le même nombre de séquences, soit par échantillon, ou à peu près entre 25 millions et 50 millions pour l'échantillon en bulk. Là, pour le single cell, on va tout de suite taper à au moins 50 000 séquences par cellule. Ce qui fait que derrière, il faut anticiper
De la même façon, la gestion des données, parce qu'on ne gère pas des gigaoctets comme on gère des teraoctets, que ce soit en termes de stockage ou en termes de calcul. Le résultat, évidemment, qu'on va obtenir est différent. Là où en bulk, on va obtenir une moyenne d'expression des gènes qui sont dans les populations cellulaires et qu'on va pouvoir comparer entre groupes, le single cell, lui, va nous permettre d'aller voir des phénotypes un peu originaux et de voir l'hétérogénéité cellulaire qu'il peut y avoir notamment dans une tumeur et a fortiori dans le micro-environnement tumoral et dans les tiques. Au niveau du répertoire immunitaire, le bulk nous permet d'aller étudier la chaîne alpha et ou la chaîne bêta en fonction des librairies qu'on fait, mais pas de les avoir en fait pairées. Là où le single cell est relativement puissant, puisqu'il nous permet d'avoir la structure combinée de la chaîne alpha et de la chaîne bêta. Et en plus, si on rajoute les DEXEC, on a la spécificité de l'ensemble de ce récepteur. Et évidemment, en termes de budget, comme vous avez pu le voir, le bulk nécessite moins d'expertise, nécessite moins de matériel de pointe, donc est moins cher. Donc il a cet avantage-là et il est tout à fait informatif. Le single cell, quant à lui, est encore une technique qui coûte relativement cher. Voilà pour la partie de construction d'un protocole wet lab en immunomics. Donc, je pense que c'est à Charlotte et à moi d'intervenir, c'est ça? La table ronde. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. On a beaucoup d'écho là sur cette monde. Voilà, je pense que vous coupez votre micro dans la salle. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je pense que ça va certainement apporter beaucoup d'éléments pour les personnes qui ne se sont pas encore lancées dans le single cell ou qui ont de commencer, mais qui n'ont pas encore pensé à toutes les contraintes et les choses auxquelles il faut penser lors de la préparation des échantillons et lors du choix d'analyse. Donc, je ne vois pas pour l'instant de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à poser des questions pour les spectateurs. Alors, moi, j'en avais quelques-unes. Je ne sais pas, Charlotte, si on peut commencer ou Vas-y, vas-y. Donc, moi, je voulais savoir si vous n'avez pas du tout abordé les différentes technologies qui sont éventuellement utilisables pour faire, par exemple, du single cell. Donc, vous avez évoqué le Tenix de Chromium, de Tenix, pardon. Et donc, je voulais savoir si vous aviez, de votre expérience, comparé différentes techniques pour faire ces librairies. Est-ce qu'il peut y avoir des différences dans les résultats? Est-ce que vous auriez des conseils à donner sur ces différentes technologies, en fait? Vous parlez des différentes technologies qui permettent de faire du single cell? Oui, voilà, de faire les librairies pour le single cell. Comme le Fluidigm, par exemple. Oui, voilà, il y a différents. Alors, on ne les a pas comparés. Nous, on s'est tourné vers la technologie Tenix parce que, premièrement, ils ont tout un panel qui est dédié à l'immunomics, avec donc les récepteurs TCR, PCR, avec les DEXEC. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Après, c'est aussi des habitudes. Hein. Moi, j'ai travaillé là-dessus plus que sur les autres technologies. Ce que je sais sur le single cell, c'est que une des limites dans les résultats du single cell, c'est la représentativité des résultats. Parce que pour l'instant, sur du Tenix, on est à peu près entre 10 et 20 000 cellules au maximum qui peuvent être analysées. Là où sur les technologies Fluidigm, de mémoire, on est à beaucoup moins. Ça va plus profondément en fait, dans l'investigation transcriptomique. On a peut-être plus d'informations, mais quelle est, en fait, si je me souviens bien, elle fonctionne en plaque 96 QI, et donc j'ai un petit peu de mal à voir quel est, en fait, comment interpréter les résultats qu'on peut obtenir sur 96 cellules versus 20 000 cellules, et c'est pour ça aussi que Tenix a sorti l'année dernière son Chromium X, qui va permettre de faire jusqu'à 600 000 cellules en fait de façon unicellulaire. Donc là, on va pouvoir avoir quand même une représentativité de population cellulaire au niveau unicellulaire. Et moi, je pense que c'est ce qui fait que
cette technologie reste, à mon sens, la plus pertinente pour faire ce genre d'analyse. Et lorsque l'on veut, lorsque l'on veut utiliser des données qui sont dans des… Pardon? Non, on vous écoute justement. Je vais prendre la parole, mais je vous écoute pour compléter votre question. Non, juste quand on veut utiliser des données qui sont dans les bases de données publiques, hein, pour les comparer aux celles que l'on génère, par exemple, est-ce que ça peut avoir une importance justement de la technique que l'on utilise au départ? C'est l'un des points que je voulais ajouter. Effectivement, c'était nous, au début, quand on a créé aussi la structure et fait le choix de la technologie TenX plutôt qu'une autre, c'est un point qui a été finalement déterminant et discriminant puisque les données qui ont été générées ont beaucoup plus d'historique sur TenX. Les données comparables sont beaucoup plus importantes et également d'un point de vue bioinfo, les protocoles et les méthodes qui sont utilisés sont connus et reconnus. Et donc en fait, sachant que nous avons travaillé énormément avec l'académie et que vous avez besoin d'avoir un niveau de précision et des sujets qui sont très exploratoires, on avait besoin de pouvoir couvrir avec TenX l'aspect exploratoire et l'aspect très ciblé, supervisé. Et donc c'est aussi pour ça qu'on avait choisi TenX. Donc on a fait le bon choix à Bordeaux finalement de s'équiper en TenX. Et puis un dernier point, c'est que TenX est très impliqué dans le Human Atlas Project, qui génère énormément de données publiques. Donc voilà, ça vient en écho avec ce que vient de dire Marwan. C'est toujours plus simple de comparer des données quand elles ont été techniquées et produites sur le même type de plateforme. D'accord. Charlotte, je te dis intervenir. Oui. Moi, j'avais juste une question. Merci pour cette présentation qui était vraiment très claire. Ma question, c'était plus, en fait, moi, en tant que clinicienne, c'est vrai que l'accès aux échantillons en oncologie est parfois un peu complexe et on a plus de facilité à partir d'échantillons des tissus en paraffine. Et du coup, quel type de technologie, avec quelle profondeur d'analyse vous pouvez proposer sur des tissus inclus en paraffine? Alors, sur du tissu en paraffine, c'est toujours très compliqué de se prononcer parce que, encore une fois, c'est lié au protocole expérimental d'inclusion. C'est lié au type de paraffine qui a été utilisé, c'est lié à l'âge également des prélèvements. Donc, très honnêtement, on ne se prononce jamais sur le résultat qui peut être attendu sur ce genre de matière. En revanche, en bulk, il y a des technologies qui l'utilisent, notamment pour l'extraction d'ARN et derrière le séquençage qui va être fait plutôt en single read et en 3'. C'est ce qui permet a priori d'obtenir le meilleur type de résultat pour l'analyse de séquençage. Pour ce qui est du single cell, alors il y a un protocole qui n'est pas approuvé officiellement par TenX, qui s'appelle le Frankenstein Protocol, si je me souviens bien, que je n'ai pas testé. Donc je ne me prononcerai pas dessus. Très honnêtement, si vous voulez faire du single cell, c'est vraiment pas sur ce genre de prélèvement que je partirai. En revanche, sur du bulk, les technologies existent, les protocoles sont connus. Ça dépend toujours en fait de l'état de l'échantillon, de son âge et de la façon dont il a été généré. Oui, effectivement, on sait que le préanalytique impacte beaucoup. C'est vrai que nous, quand on veut faire du single cell, on passe plutôt par des échantillons frais autant que possible. Après, la problématique, c'est que souvent, chez des patients sur des maladies avancées, on a plus des biopsies plutôt que des échantillons tumoraux assez gros. Donc, c'est un peu la complexité de la situation. Je vois une question dans la discussion. Alors, c'est Myriam Capone qui demande si vous faites de l'ATAC-SEC et du multi-homme. L'ATAC-SEC multi-homique, en fait, l'ATAC-SEC, c'est de mémoire C'est l'épigénétique. Merci. Alors, en fait, les technologies qu'on vous propose là, c'est pas de façon anodine qu'on les propose, c'est parce qu'on a une expertise forte à la fois sur la partie wet lab, sur la partie gestion des données, mais également sur l'interprétation clinico-biologique de ce genre de données, parce qu'on peut vite se perdre dans cette masse de données sur la façon de les analyser. Et c'est vrai que nous, on maîtrise toute la chaîne. Sur l'épigénétique, on n'a pas d'expertise, donc techniquement, on est en capacité de le faire sur la partie wet lab, sur le premier niveau d'analyse, j'ai envie de dire. Ensuite, en termes d'interprétation des données, dans un cadre clinico-biologique ou oncologique, on n'a pas d'expertise, donc
c'est toujours plus délicat, si vous voulez, de générer des données et de les analyser quand on ne les comprend pas. Donc, pour l'instant, c'est des choses que l'on ne propose pas. Et aujourd'hui, ça a été relativement peu de demandes qui nous a été faites du point de vue académique et privé. Après, comme on le précisait au tout début, c'est des technologies qu'on pourrait internaliser par la suite, mais à ce stade, ça n'a pas été la priorité cette année. Il y a une autre question dans le questions et réponses. Avez-vous un retour d'expérience sur les techniques de single cell sec qui vous permettent un très haut débit au sein de cellules? Est-ce qu'il y a besoin d'un équipement complexe également? Sur le Chromium X, non, pas encore de retour. Je vous avoue que j'ai pas encore regardé la biblio à ce niveau-là, voir s'il y avait des données qui sont disponibles. Mais ça ne saurait tarder. Enfin, l'appareil a été commercialisé de mémoire octobre de l'année dernière, donc les premiers types de données ne devraient pas tarder à arriver. Moi, j'avais une question aussi sur justement cette problématique de savoir s'il vaut mieux choisir le single cell ou l'analyse en bulk. Et je voulais savoir si vous pensez que plus on va trier les cellules et moins on va avoir besoin d'analyse single cell. Et à ce moment-là, plus on va aller vers le bulk. Et que donc, quelquefois, pour une question de coût, il vaut mieux essayer de trier au maximum au départ et ensuite d'aller vers du bulk plutôt que de vouloir faire du single cell sur une population qui est hyper hétérogène. Est-ce que c'est valide comme analyse? Tout dépend de la question biologique que vous vous posez. Vous pouvez faire du tri cellulaire pour enrichir des cellules, mais si le but c'est d'aller voir s'il y a des sous-types cellulaires dans le phénotype auquel vous vous intéressez, à ce moment-là, le single cell sera plus adapté. Si vraiment vous avez, encore une fois, une question relative et des groupes clinico-biologiques à comparer, là, c'est plutôt du bulk en fait, qu'il faut utiliser. Parce qu'encore une fois, c'est une technologie qui permet des expressions relatives. On compare toujours un groupe à un autre. Là où le single cell permet d'aller voir cellule par cellule. Et tu ne crois pas qu'en augmentant tes capacités de tri, si j'ai peut-être compris différemment la question, en augmentant tes populations cellulaires qui sortent du tri, d'une certaine manière, en fait, tu vas commencer à toucher des phénotypes qui sont bien particuliers et les comparer, on revient à comparer des populations cellulaires différentes. Pas à ce niveau de l'évolution. Encore une fois, c'est toujours compliqué sans avoir une question biologique bien précise de designer un protocole comme ça en quelques minutes, mais ça dépend si vous êtes en exploratoire ou pas, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Toujours est-il que si vous allez, évidemment, moi je milite pour le tri cellulaire parce qu'il y a tellement de choses à aller voir dans le système immunitaire que ça me paraît logique de le faire, que ce soit en bulk ou en single cell. Et puis c'est ce que je disais au début, sur un même prélèvement, conserver un ml de sang pour voir si la signature que vous êtes en capacité d'observer avec du tri cellulaire, vous êtes derrière en capacité d'aller la retrouver sur du whole blood, ce qui permet par la suite d'optimiser en fait le diagnostic et puis la discrimination des signatures. La question a été à préciser, en fait, la précédente, ce qui était demandé, c'était le single combinatorial indexing, qui n'est pas une techno d'ISIX, mais qui est basée sur l'indexage combinatoire des cellules. Je ne connais pas ça. Le SCI et RNA-seq. Non, je suis désolé, je ne connais pas cette technologie. Moi, j'avais une question aussi par rapport à la complexité que peut présenter en fait le fait d'isoler suffisamment de cellules du système immunitaire par tissus tumoraux. Donc, là encore, peut-être insister sur le fait qu'il faut mieux trier les cellules immunitaires au départ, parce qu'on peut être complètement envahi par les cellules tumorales et qu'on fait une analyse, que ce soit en bulk ou en single cell, on va être hyper contaminé par les cellules tumorales ou par d'autres cellules d'ailleurs. Et donc, il faut focaliser au départ sur les cellules immunitaires, peut améliorer la puissance d'analyse de ce qu'on va avoir identifié dans ces cellules-là en particulier. Ouais, très clairement, ouais. C'est vrai que vous avez
vous avez tout intérêt, notamment sur des tumeurs qui sont relativement peu riches en TIL, d'aller enrichir en fait vos prélèvements, que ce soit par un enrichissement génétique ou par du tri cellulaire. Et du coup, vous pouvez trier un même nombre de cellules immunitaires et d'ailleurs trier également des cellules tumorales, hein, parce que vous pouvez en trier le même nombre et puis les charger derrière en single cell. Ce qui permet, comme vous le dites, de ne pas noyer en fait, le signal immunitaire dans un signal tumoral. Et en termes de tri, est-ce que vous avez une expérience pour comparer le tri par tri magnétique ou alors par tri en cytométrie en flux, ou est-ce qu'il peut y avoir des différences? En fait, je ne parle pas de tri magnétique, je parle plutôt d'enrichissement. En fait, pour moi, la première étape d'enrichissement magnétique, elle permet surtout de dichotomiser des grands types cellulaires, type lymphocyte B, type lymphocyte T. Mais dès qu'on veut rentrer un petit peu plus dans le détail d'un échantillon, on va être obligé de passer par une technologie de tri en cytométrie. Mais comme vous le voyez, à partir d'un seul échantillon de sang, premièrement, vous pouvez enrichir une partie en lymphocyte T, l'autre partie en lymphocyte B. Vous avez déjà 2 échantillons. Et puis derrière, rien ne vous empêche de faire des marquages bien particuliers, que ce soit sur les lymphocytes B ou les lymphocytes T, et de trier en cytométrie 4 populations. Alors, pour le coup, nous, on est sur 4 canaux de tri différents. Donc, à partir d'un échantillon de lymphocyte T que vous avez enrichi magnétiquement, vous pouvez sortir des lymphocytes T effecteurs, des TH1, des TH2, des T régulateurs ou des cytotoxiques, libre à vous, en fait, en fonction du panel de cytométrie et de la stratégie de gating que vous allez utiliser. Vous pouvez même isoler en fait des cellules qui sont spécifiques d'un onco-antigène, comme le mélan A par exemple, ou alors en virologie, c'est un peu du contexte, mais en gros, l'enrichissement pour moi n'est pas opposé au tri cellulaire, elle permet d'augmenter encore plus la quantité de matériel et donc d'informations et donc de résultats que l'on va obtenir en fait avec ces protocoles. Alors, si on arrive à trier à la fois les cellules du système immunitaire et les cellules tumorales, et qu'on veut essayer de voir quelles peuvent être les interactions entre ces différentes cellules, ou même à l'intérieur des cellules immunitaires d'ailleurs, quel conseil vous auriez à donner sur les analyses qui peuvent être faites en termes d'interaction protéique possible en fonction des résultats de transcriptome? Alors, en termes d'interaction, il peut y avoir évidemment l'étude des post-web qu'on pourra voir par la suite. C'est vrai que pour l'instant, l'interaction se montre plutôt avec de l'histologie, et il y a notamment la technique que Christophe Fleury vous a montré lorsqu'il a fait la présentation pour Tenix de spatial transcriptomique, qui permet en fait de mettre en évidence le contact entre cellules tumorales et puis cellules immunitaires. En termes d'interaction, sinon, quand on est en bulk ou en single cell, vraiment sur de la cellule, ce qui peut être intéressant d'aller voir, c'est quels sont, sur le répertoire immunitaire, quels sont les types cellulaires qui vont être spécifiques d'antigènes, d'onco-antigènes ou de néo-antigènes bien particuliers. Et l'identification de la spécificité de ces cellules peut être mise en parallèle avec leur fonctionnalité, puisque sur une même manip de single cell, on peut montrer que des cellules qui sont spécifiques d'antigènes tumoraux peuvent avoir un phénotype soit complètement naïf, soit complètement activé, soit les phénotypes d'importance qu'on peut avoir dans le micro-environnement tumoral, que sont les exostet T-cells, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent participer à la définition de l'interaction entre le système immunitaire et puis cellules tumorales. Charlotte, tu avais d'autres questions sur les aspects plus cliniques? Non, moi, j'avais pas de questions. Après, on peut garder des éléments également pour la table ronde sur la fin de la session, quand on aura eu l'ensemble en fait, des informations. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je vous remercie beaucoup pour les questions que vous avez déjà posées. Et du coup, on va peut-être passer à la deuxième partie, qui est la partie bioinformatique et biostatistique. Alors, toujours pareil, n'hésitez pas à intervenir pour les participants sur le chat et à poser vos questions. Merci.
Donc, troisième partie de la présentation, cette fois, l'importance de la computational biology et de la bioinformatique et de la biostatistique avec, de la même façon, en overview, un rappel des étapes clés de l'analyse et puis les différents types d'analyses qu'on peut effectuer, parce qu'il n'y a pas juste le differential gene expression, comme vous allez le voir, il y a énormément de types d'analyses qu'on peut effectuer sur ces librairies. Pour introduire cette partie, un case study qui montre l'importance d'anticiper en fait, de façon globale le protocole, à la fois au niveau du wet lab et puis au niveau de la data science. On a eu en effet, au début de notre activité, une première mission qui nous avait été confiée, à savoir qu'il fallait comparer 192 échantillons de RNA-seq, et donc il y avait deux groupes, un avant et un après traitement. Et on s'est retrouvé, suite à l'analyse de ces échantillons, avec deux groupes, comme vous pouvez le voir, T0 et T1, parfaitement discriminés. Et donc on est toujours ravis lorsqu'on obtient ce genre de résultats. Mais à y regarder un petit peu plus près, en fait, dans le protocole, dans ce qui avait été fait, on a été incapable de conclure, à savoir est-ce que la modification transcriptomique, le profil transcriptomique qu'on observait était lié au traitement ou était lié à un biais technique. Pour quelle raison? Parce que quand on s'est penché un peu plus sur la façon dont avaient été générées les données, alors on nous a donné les données, on ne les a pas générées, mais nous, quand on s'est penché sur le protocole, il se trouve que les 96 échantillons qui constituaient le groupe T0 ont été techniqués un jour avec fabrication de librairie et séquençage, quand le groupe T1 a été techniqué pour la librairie et séquencé un autre jour. Et ce qui fait que, en fait, on crée ce qu'on appelle un effet batch, dont l'effet sur le profil transcriptomique peut être tout aussi important, voire plus important que l'effet d'un médicament. Donc là, impossibilité, entre guillemets, de donner une conclusion clinico-biologique, à savoir s'il y avait une modification du profil transcriptomique ou si c'était un biais technique. Donc encore une fois, toujours penser la manip dans son ensemble, à savoir si je veux comparer ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme analyse, et donc en amont, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme protocole expérimental. Ça peut porter à sourire, mais sachez que c'est des choses qui arrivent beaucoup plus souvent que prévu. Et donc là, il y aurait eu nécessité, en fait, de faire une randomisation des échantillons au sein des différents batchs de séquençage pour atténuer justement cet effet batch. Donc on va reprendre les différentes étapes importantes dans la data analyse. Donc elle commence toujours par la réception des data, des raw data de séquençage, qui, comme je vous l'ai montré, peut faire plusieurs gigaoctets, mais également plusieurs teraoctets, donc à anticiper en termes de serveurs de stockage et de calcul. Avoir un maximum de serveurs sécurisés, ce qui permet de ne pas perdre les données. Quand on sait le prix de ce genre de manip, ça peut être intéressant. Et donc, on va passer à la première partie de l'analyse bioinformatique, à savoir le pré-processing de ces données. Donc, il y a le contrôle qualité, évidemment, des données de séquençage, l'alignement des reads, ce qu'on appelle l'identification des différents barcodes, enlever les adaptateurs, et comme vous pouvez le voir, il y a différentes sur la droite, il y a différents types d'algorithmes qui permettent de faire ça, et donc il faut adapter en fonction de la donnée qu'on a. Une fois qu'on a généré cet objet bioinformatique, on va pouvoir passer au process des données. Donc encore une fois, un contrôle qualité, des étapes de normalisation et d'intégration à la fois des données et des différents échantillons pour obtenir une matrice homogène à pouvoir analyser. Et comme vous pouvez le voir ici sur cette réduction de dimension, c'est un jeu de données. Ces deux représentations-là, en fait, ont été faites sur un même jeu de données, mais avec des techniques de normalisation et d'intégration différentes. Et le but était en fait de mettre en évidence une population cellulaire qui exprimait un marqueur. Avec la première méthode de normalisation, on ne l'a pas identifié. Avec la seconde, en revanche, on avait bien une population cellulaire qui surexprimait ce marqueur par rapport aux autres. D'où l'importance, encore une fois, de bien connaître les données et également les algorithmes qui permettent de les traiter. Et une fois qu'on a donc préparé cet objet bioinformatique, on peut passer sur des analyses un peu plus complexes que je vais vous détailler par la suite, type prédiction de phénotype cellulaire, type RNA velocity, analyse des pathways métaboliques qui sont surexprimés. On va tout de suite rentrer dans le détail et en fait de l'output qui intéresse le plus les cliniciens et les chercheurs, à savoir quel est le résultat et quel est le graphical output qu'on peut avoir pour avoir un résultat qui saute aux yeux, qui paraît logique, qui est explicite. Donc, premièrement, la première étape, ça va être le cell clustering, c'est-à-dire regrouper les cellules en fonction de leur profil transcriptomique.
pour pouvoir les analyser. Une fois qu'on a fait ça, on peut visualiser soit des transcrits d'intérêt, soit des protéines d'intérêt. Et donc là, vous avez l'intérêt justement de cette technologie SiteSec qui combine à la fois le RNA-seq et la protéomique, parce qu'on n'a pas toujours une corrélation parfaite entre l'expression transcriptomique et l'expression protéique. Il y a certains marqueurs qu'on ne va pas trouver en transcriptomique et qui sont en revanche fortement exprimés en protéique. On peut évidemment faire du cell labeling parce que les clusters tels qu'ils sont présentés là en fait regroupent des cellules qui ont des mêmes profils. Est-ce que c'est des profils qui sont connus, donc par rapport à des bases de données, à des signatures qui vont signer par exemple des T folliculaires, des T régulateurs ou des T cytotoxiques? C'est l'identification dans ces clusters des différents types cellulaires. Le differential gene analysis, encore une fois, ça c'est un peu plus classique, c'est-à-dire voir quels sont les gènes qui sont différentiellement exprimés soit dans les différents clusters, soit dans les différents types cellulaires. Alors on peut regarder soit des gènes, mais on peut également regarder le functional analysis et voir s'il y a des pathways de gènes qui sont significativement surexprimés ou sous-exprimés dans ces clusters, parce qu'un pathway métabolique peut être composé de 50, 100, 200 gènes différents. Et donc pour pouvoir voir si ce pathway est surexprimé ou sous-exprimé, c'est des algorithmes particuliers à utiliser. Le gene set analysis pour voir l'enrichissement en groupe de gènes, et puis les analyses qui ont été développées depuis 2019 en pseudo-time qui permet d'aller voir l'évolution en fait, des phénotypes en single cell sur un seul prélèvement. Donc ça c'était pour le SiteSec, donc RNA-seq protéomique. Si on passe maintenant au répertoire immunitaire, des analyses relativement classiques de structure du répertoire immunitaire, à savoir l'immunoscope qui permet de mesurer en fait la taille des CDR3, l'utilisation des gènes VJ qui codent pour les chaînes BCR et TCR. On peut passer sur des choses un petit peu plus complexes que sont les analyses de diversité, alors avec différents indices dont il faut connaître la signification, les Jacquard, les Morisi-Taorn, qu'on peut représenter évidemment en bar plot avec les tests statistiques ou en heatmap si on veut les représenter avec l'ensemble des échantillons. Le clonotype tracking qui est assez intéressant dans le suivi des patients et des cancers hématopoïétiques. Comme je le disais au début, il y a un kit qui a été, un test diagnostique qui a été accrédité par la FDA qui permet de faire ça. Donc là, on va identifier à T0 le clone hématopoïétique et on va voir, par exemple, en fonction des traitements, si on a une diminution de sa fréquence à T1, T2, au bout d'un an, au bout de 5 ans. Et des analyses qui sont un petit peu plus complexes, cette fois, ce qu'on appelle de perturbation du répertoire immunitaire. Alors, en effet, dans le répertoire immunitaire, il y a évidemment les CDR3 qui vont reconnaître l'antigène avec leur taille, mais il y a aussi les gènes G, les gènes J, etc. Donc, il y a différentes façons d'analyser la perturbation du répertoire immunitaire. Ici, vous avez une représentation en immunoscope d'un répertoire normal, donc qui suit une gaussienne, et ici un répertoire clonal, c'est-à-dire qu'elle a été stimulée par un antigène, et comme vous pouvez le voir, on n'a plus du tout le même profil. Là derrière, il y a des algorithmes qui nous permettent en fait de mesurer les différences de profil et derrière de classifier les répertoires en fonction de ces différences. Donc ici, vous avez des échantillons naïfs et des échantillons à J9 et J21 dans le cadre de l'implantation tumorale. Et de la même façon pour la perturbation d'analysis, il y a différentes façons de le faire. Donc on était précédemment sur l'immunoscope. Il y a une techno, un algorithme qui a été développé en 2019 par l'équipe de Mora-Balzac de l'école normale sup, qui s'intéresse en fait à ce qu'on appelle la structure en réseau des répertoires immunitaires. Donc chaque point correspond à un CDR3 qui reconnaît un antigène. Et les liaisons que vous pouvez observer entre ce CDR3, ce qu'on appelle la distance de Levenshtein, c'est en fait une différence de 1 acide amidé dans ces CDR3. Et ce qu'on sait, c'est que lorsque l'on a une stimulation antigénique d'un répertoire immunitaire, on observe ce qu'on appelle des biais de répertoire, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la fréquence de certains clonotypes qui se ressemblent, et ce qui paraît assez logique, puisqu'il y a une stimulation par un antigène, donc il y a plus de CDR3 et de clonotypes qui vont se ressembler parce qu'ils vont reconnaître ces antigènes. Et il y a des algorithmes qui nous permettent d'identifier au sein de ces répertoires quels sont les CDR3 qui sont significativement différents d'un répertoire contrôle. Toujours sur le répertoire immunitaire, donc là c'est cette fois avec l'utilisation
de données publiques. Donc, on a en capacité à Ariane, et c'est tout un travail qu'on fait de structuration de bases de données, on a des bases de données avec des TCR d'intérêt qui ont été identifiés dans d'autres papiers comme étant spécifiques de certains antigènes. Alors ici, je vous ai représenté pour des antigènes viraux, mais c'est le cas également pour des antigènes tumoraux. Et donc, vous pouvez venir voir si, dans votre échantillon, vous observez ces CDR3 qui ont précédemment été identifiés. Excusez-moi. Lorsque vous êtes en single cell, si vous voulez aller un peu plus loin pour l'identification des TCA et de leur spécificité, ici vous avez une belle représentation de la technologie DEXEC, où lorsqu'on a marqué des cellules avec des dextramères barcodés avec des onco-antigènes, et bien sûr la représentation en réduction de dimension des cellules qui sont identifiées en single cell, vous pouvez identifier des clusters de cellules qui sont spécifiques en fait de cet antigène. Donc voilà en gros l'output graphique de ce type de librairie. Et elle est assez intéressante parce que, comme je vous le disais, vous pouvez la faire, ce type de librairie, avec le RNA-seq et avec les librairies protéiques. Et donc, vous pouvez mettre en parallèle, en fait, les marqueurs d'intérêt. Ici, on est sur le CD45-Hero qui est un marqueur d'activation, avec donc la spécificité des cellules que vous allez investiguer. Et pour terminer, évidemment, donc là on était sur une représentation graphique, mais on peut faire derrière des tests de comparaison de la spécificité des répertoires en fonction des répondeurs, non répondeurs à une thérapie, avec une spécificité d'antigène, d'onco-antigène versus d'antigène contrôle. Alors évidemment, pour faire tout ça, il faut savoir coder. La donnée, c'est une discussion qu'on pourra avoir à table ronde, mais c'est un problème fréquent, majeur en France. On manque cruellement de bioinformaticiens, de compétences pour faire ça. Du coup, alors à Ariane, ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé justement le code en créant ce qu'on appelle des web applications, ce qui permet de charger en fait directement les données et de donner la main à un chercheur, à un biologiste, à un médecin, à un pharmacien qui n'a pas forcément les compétences en codage. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est des données de répertoire immunitaire qui sont chargées. Et donc, vous avez un menu sur la gauche qui vous permet de choisir les analyses que vous voulez faire. Par exemple, ici, c'est la représentation de l'usage des gènes VJ en heatmap, en bar plot, de l'immunoscope sur un répertoire immunitaire. Vous pouvez faire des analyses de diversité. Donc, vous sélectionnez le niveau que vous voulez investiguer. Est-ce que c'est la combinaison de VJ? Est-ce que c'est le CDR3? Et vous choisissez les tests à effectuer. Donc, c'est également une plateforme en fait, de tests statistiques. Et puis, vous pouvez, bien évidemment, derrière, aller voir... vous avez des outputs graphiques qui sont prêts, entre guillemets, pour publication, type heatmap, type réduction de dimension, et avec les tests statistiques que je vous ai présentés précédemment. Là, par exemple, vous êtes sur du partage de clonotypes en veine, ou bien les tests de perturbation qu'on a également implantés sur ce genre d'application. Donc ça, on l'a fait pour le répertoire immunitaire, pour le single cell, puis pour la transcription. Donc, je vous parlais précédemment de l'utilisation des données publiques, notamment pour l'identification de TCR d'intérêt. Je pense que la meilleure façon de parler de l'utilisation des données publiques, c'est de vous donner l'exemple du professeur Partout avec qui on a travaillé sur un projet. Et vous allez voir à quel point ça peut être intéressant. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est de plus en plus demandé en immunomics lorsque l'on soumet un papier. Très souvent, les reviewers demandent une validation en fait, sur des jeux de données indépendants. Bonjour. Donc, ce travail a débuté au sein de mon équipe INSERM par l'observation que les cellules tumorales dérivées de cancer du rein exprimaient la molécule CD70. Nous avons ensuite montré, par des techniques d'immunofluorescence ultramétrique, le ligand de CD70, CD27, exprimé par les lymphocytes TCD8, interagissait bien avec les molécules CD70 exprimées par les cellules tumorales de rein, identifiées ici par le marqueur PAX8. Nous avons formalisé cette interaction par pathologie digitale en montrant ici que chaque point rouge correspond à une interaction entre la molécule CD70 et la molécule CD27. Ce qui était connu, c'est que lorsque le lymphocyte T, via son récepteur T, reconnaissait un complexe MH peptide et qu'il y avait un deuxième signe, CD27, CD70, ce lymphocyte T était amplifié et permettait la génération de lymphocytes T mémoire.
Donc, cette interaction CD27 CD70 joue un rôle dans l'activation des lymphocytes. Les travaux expérimentaux montraient que ces lymphocytes TCD8, CD27+, dans le micro-environnement des tumeurs du rein, étaient apoptotiques car ils exprimaient la caspase-3 clé. Ce résultat est un petit peu surprenant par rapport au rôle connu de l'interaction CD27-CD70, et donc nous avons voulu le confirmer par une autre technique. Nous avons sélectionné une technique de single cell. Donc avec nos collègues de l'Institut Pasteur, nous avons généré beaucoup de données, et c'est là où nous avons contacté l'équipe de Marouane, de Valentin et Fon, car nous ne sommes pas des spécialistes en bioinformatique. Donc ils ont d'abord identifié le cluster C27 comme un cluster indépendant qui représentait un pourcentage important de la population de lymphocytes TCD8, et ce cluster CD27 correspondait à ces lymphocytes TCD8 mémoire. Ils ont ensuite montré que ce cluster CD8-CD27 exprimait une signature d'apoptose avec différents gènes surexprimés par ces lymphocytes TCD8-CD27 par rapport aux lymphocytes CD8-CD27 négatifs. En accord avec Marouane et son équipe, nous avons voulu aller plus loin et démontrer cela de façon indépendante en réanalysant des données publiques issues de 2 articles de Braun et de Krishna qui s'étaient intéressés au cancer du rein par des analyses single cell. Donc l'équipe de Marouane a montré que les lymphocytes TCD8-CD27 réanalysés à partir de ces deux articles exprimaient bien une signature apoptotique. Donc, à la fois nos travaux, par différentes techniques et des données de la littérature, valider ce rôle apoptotique de ces lymphocytes TCD8-CD27, qui pourrait peut-être expliquer pourquoi les lymphocytes TCD8 dans les tumeurs du rein ne sont pas associés à un bon pronostic. Donc, cette collaboration a été importante parce qu'elle a permis de finaliser ce travail, qui est aujourd'hui soumis pour toute publication. Moi, ce que j'ai apprécié lors de cette collaboration, c'est qu'on a eu beaucoup d'échanges scientifiques, de vraies discussions sur des choix méthodologiques et stratégiques, et surtout ce qui nous ont beaucoup aidé à progresser dans l'analyse et l'interprétation de ces données massives par bioinformatique. Et donc, on est très content de cette collaboration qui fait qu'on a de nouveaux programmes de recherche qui sont en cours, et j'espère que ce partenariat pourra se poursuivre. Merci, et encore désolé de ne pouvoir être présent. Oui, collaboration qui a commencé il y a 1 an avec le professeur Tartour, et donc là on a rendu le 3e projet en RNA-seq, single cell et puis répertoire alimentaire. Je terminerai par cette diapo, mais on ne rentrera pas dans les détails, parce que ça va plusieurs jours, je pense, et je ne vais surtout pas avant, en plus ce sera plutôt à fond, de ce qu'on appelle l'intégration multi-omique. On vous a présenté différentes sources de données, alors qui peuvent être générées de façon indépendante ou non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces données peuvent être analysées de la même façon, de façon indépendante, ou bien vous pouvez faire ce qu'on appelle donc de l'intégration multi-omique avec différents algorithmes et différentes mathématiques dont je laisserai Fong discuter si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, mais ce qui permet en fait d'agglomérer en fait ces différents types de données NGS pour pouvoir construire, on l'espère, un biomarqueur fédéré pour par exemple prédire une réponse à un traitement ou à un diagnostic. C'est notamment sur ce type d'expertise que l'on va collaborer dans le cadre du projet Horus avec Anna Kaminski et puis le professeur Deschanel de l'Immunoconcept sur le projet européen qui a été accepté en septembre. Je suis très fier de pouvoir travailler avec vous. Encore une fois, un grand merci à toute l'équipe de Bergonnier, du Cyril Brio, et si vous avez des questions. Du coup, je pense qu'on peut peut-être commencer par quelques questions peut-être un peu plus spécifiques à la partie qui vient d'être abordée pour tout ce qui est un peu partie bio-info, biostat, intégration des données, peut-être déjà en interne et puis
ici à Bergonié ou alors via le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis après, on enchaînera avec des questions peut-être plus générales avec la table ronde plus globale. Donc, on peut déjà peut-être, Élodie, si tu veux commencer à participer par rapport aux problématiques BioInfo. Merci pour la présentation, c'est vraiment très clair. Les pipelines, tout ça, ça a l'air vraiment super bien réfléchi. Ça a l'air vraiment bien. Alors, j'ai une question totalement technique. Sur les serveurs, en fait, vous disiez qu'il fallait beaucoup de place et tout ça. Est-ce que vous avez vos propres serveurs, du coup, vous avez investi Oui, non, on a investi dans des... Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas entendu la question. Je demandais en fait s'ils avaient investi dans des serveurs et d'ailleurs, je la complète un peu. Est-ce que vous faites du stockage un peu pérenne? Est-ce que c'est sur le temps des projets et qu'est-ce que vous faites des données une fois que les projets sont finis? Oui, les données brutes sont stockées chez nous. Ça dépend du contrat avec le client. Normalement, les données brutes appartiennent au client. On peut le garder pendant quelques mois et après, ça sera effacé. Si les données brutes sont générées par nous, ils appartiennent, donc là, ça sera sauvegardé et sauvegardé à plusieurs endroits du temps, en France ou en Europe. Et on a investi aussi dans les cerveaux de calcul. Dans les cerveaux de calcul, les données ne transitent que pendant le temps calculé. Et après, normalement, une fois qu'on a des objets biologiques, des objets bioinformatiques que Valentin a raconté, on les effacera sur le cerveau de calcul. Je me permets juste de compléter, ça a été une des raisons en fait, de la création de Parallèle. Ça a contribué aussi à notre volonté de créer cette structure en garantissant que les données elles restent en France ou en Europe. Aujourd'hui, quand on envoie en séquençage, notamment sur des partenaires hors Europe, il y a notamment une réglementation qui permet à ces structures de réutiliser et de réinjecter les données que vous avez générées dans leur propre programme de recherche. C'est partie de la réglementation locale hors Europe, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et donc, pour le coup, il nous semblait que c'était un enjeu majeur. Et notamment en termes de souveraineté sur les données génomiques générées en Europe. Donc on garantit ça, et on garantit effectivement, comme le disait Ford, en prestation de service, les données sont stockées et supprimées. Alors après, souvent des clients aussi nous demandent de les stocker pendant un temps T en backup finalement, mais pour le coup, ça fait partie de notre façon de fonctionner. Et après, sur les capacités de calcul, on a une capacité de calcul qui aujourd'hui est liée à beaucoup de données qui ont été générées par nos clients. On a en plus des capacités ad hoc de calcul selon les dossiers. Par exemple, sur le projet Horus, on va être obligé de monter en capacité de calcul, bien évidemment. Parce que du coup, il y a des serveurs nationaux, par exemple, de calcul, etc. Du coup, vous n'utilisez pas du tout ce qui est mutualisé et qui est proposé par exemple, l'Institut français de bioinformatique. Non, en fait, on a un partenariat avec OVH, pour les serveurs de calcul, nous, à l'instant, chez OVH. Et en interne, on a aussi des serveurs de calcul pour développer des projets de recherche. Là, par exemple, on peut télécharger des données publiques, et puis on applique des workflows de données, et on extrait des informations via ces données publiques qu'on a appliquées pour cette tableau. Alors, vous me dites quand je dois m'arrêter, j'aurais une autre question. Donc, vous avez dit à un moment donné que la normalisation, par exemple, en changeant la méthode, on avait des résultats complètement différents. Et en fait, c'est vrai à plusieurs étapes. C'est vrai pour le choix de comment on va faire la réduction de dimensions, PCA, TSNI, etc. Aussi le choix du clustering lui-même, en fait. Il y a énormément de méthodes. Comment vous faites pour choisir? Est-ce que c'est vraiment lié à la question? Vous allez chercher à avoir ce qu'on vous demande, en gros? Ou est-ce que vous avez une méthode de sélection, en fait, des méthodes? Oui, ça dépend de la qualité de données. En fait. On va choisir la méthode la plus adéquate. En général,
Peut-il faire en parallèle plusieurs méthodes. Et après, le choix, ça va être... là, si, c'est juste pour voir si les autres méthodes, vous avez déjà un a priori, c'est juste pour voir si les autres méthodes arrivent au même résultat ou pas. Mais a priori, ce sera en fonction de la qualité de Bon, et juste une dernière question, c'est par rapport à l'interface graphique que vous proposez. C'est quelque chose que vous avez qui est libre en fait d'accès ou c'est quelque chose que vous proposez à vos partenaires et clients? Alors, pourquoi on a créé cela parce que déjà, encore une fois, on a travaillé beaucoup avec l'académique et l'académique a besoin, les structures de recherche publique ont besoin d'avoir accès à leurs données assez longtemps. Alors nous, on a deux façons de travailler. On travaille avec la web app et on travaille aussi sur des données en HTML, peu importe le format, mais des rapports assez classiques. La réalité, c'est que souvent, le chercheur a besoin de continuer d'entre guillemets jouer avec ces données assez longtemps, et notamment pendant les questions de reviewers, de publication. À l'initiative, c'était surtout ça. Ensuite, cet outil va être nourri par nos programmes de recherche, et Valentin et Franck vont préciser sur notamment les données publiques. L'accès à cet outil aujourd'hui est limité à certains clients qui ont un besoin particulier sur le long terme. À chaque fois qu'un client vient vers nous et souhaite utiliser l'outil, on le met en place, il peut avoir accès. Aujourd'hui, ça a été limité à certains clients et en plus, on l'améliore beaucoup en fait, une amélioration très forte, et c'est particulièrement du deuxième trimestre. On va, et on ne va pas avoir des questions et on est ouvert à toute proposition, on va l'ouvrir à certaines équipes pour qu'ils puissent y avoir accès, les tester, nous aider aussi à l'améliorer. Hein. Il n'y a rien de mieux qu'une équipe de recherche pour savoir exactement ce dont ils ont besoin. Et donc ça, c'est des choses qu'on va lancer cette année. Voilà. Donc pour répondre à votre question, il n'est pas en open source. Il est ouvert à nos clients en besoin et après, sur des collaborations plus longues, mettre en place sans autre chose. La réalité, c'est qu'on a créé cette app parce qu'en tant que biologiste, on s'est tous retrouvés à lire un papier, à voir un résultat et à se dire tiens, j'aimerais bien regarder si c'est pareil dans mes données. Ouais, non, je comprends tout à fait. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de développer en tant que bioinformaticienne, des outils vraiment de ce style-là pour que les biologistes puissent jouer avec leurs données. Donc c'est vraiment, je pense, une super démarche. Est-ce que vous les accompagnez pour l'utilisation? Parce que j'ai vu qu'on peut choisir les tests statistiques, on peut choisir plein de choses et en fait, il faut une formation quand même. Alors, il y a une vignette en fait qui correspond à chacune des analyses, parce que même pour nous, hein, parce qu'il y en a beaucoup, donc c'est important de la même façon qu'on construit un papier scientifique, une introduction, comment ça fonctionne, voilà le résultat, en fonction de ce résultat, voilà comment on doit l'interpréter. C'est pour ça, encore une fois, qu'on est focalisé sur des données qu'on maîtrise très bien, parce que pour sortir un résultat, il faut pouvoir l'interpréter. Et on ne laisse pas le client, voilà, on a produit les data, on propose les méthodos et allez-y, on se revoit dans 6 mois. C'est un moyen supplémentaire qu'on en a à cette application. Pour le coup, en fait, que ce soit un rapport HTML, PDF, cette appli, la réunion de fin de projet et le suivi qu'on fait par la suite, il est strictement le même. C'est juste que en fait, c'est une option supplémentaire pour notre client, pour qu'il puisse y avoir accès. Tous les clients sont accompagnés, bien évidemment. On a moins de requêtes, ça nous facilite aussi le client. On a moins de requêtes, donc les équipes peuvent y avoir accès et être autonomes, mais après, bien évidemment, on est là. Et encore une fois, c'est un outil qui n'est pas seulement pour le client, c'est aussi un outil pour nous, pour nos outils de recherche, notamment sur les données publiques, et pour garder, pour construire en fait cette valeur ajoutée d'avoir de la donnée publique où on est de plus en plus réactif par rapport aux demandes des clients s'ils ont besoin de comparer, même si chaque projet à chaque fois est assez vite. Merci beaucoup. J'ai plus de questions. Merci pour votre présentation. Moi, j'aurais une question par rapport aux données cliniques, en fait. Comment vous les intégrez avec les données biologiques? Comment vous les analysez? Et surtout, au niveau réglementaire, comment vous gérez le transfert, l'analyse et le stockage de ces données cliniques qui sont sensibles? Parce que nous, c'est vrai qu'avec nos autorités réglementaires, c'est parfois un peu compliqué dès qu'il y a des données cliniques. Donc, par vos expériences passées, comment vous arrivez à gérer ça? Pour les données cliniques, par exemple, en ce moment, je travaille pour un client, un chercheur pétrière, sur un projet de phase 2, sur un essai clinique de phase 2. Du coup, je travaille sur place directement. Les données restent chez le client. Et je suis externalisé de
Comme ça, il n'y a plus de... On ne fait pas une copie, copier les données sur nos serveurs. Et pour compléter, c'est souvent le cas quand on peut, notamment sur les données cliniques, parce que sur les autres données, le contexte aujourd'hui chez nous, il est très exploratoire, on reçoit de la donnée qui est anonymisée de toute façon, donc en fait on n'a aucun moyen de notre côté de remonter. Mais quand il s'agit de traiter de la donnée clinique, soit on est sur site, soit on se repose, on met un accès particulier où la donnée ne bouge pas du client. On n'est pas en direct, on ne réceptionne aucune donnée, même si nos données et nos serveurs sont HDS. Nous ne sommes pas une CRO de traitement statistique clinique, ce n'est pas notre métier. On travaille beaucoup en exploratoire, en préclinique et en clinique également. Et c'est le gros des données qui ont été générées. Quand on a de la donnée clinique, encore une fois, on préfère la laisser sur site. C'est souvent ce qu'on fait sur les dernières émissions, c'est ce qu'on a. Si vous voulez l'intégrer, il faut qu'elle soit anonymisée. Exactement. Tout à fait, oui, merci. Julie, je ne sais pas si tu as des questions. Moi, j'avais une question sur le plan pratique. Je ne suis pas du tout biologiste ni scientifique, je suis pathologiste et je veux monter un projet avec vous parce que je n'ai pas la ressource bioinfo ou RNA-seq sur place. Et comment ça se passe en pratique pour monter un projet avec vous? En fait, on vous contacte, vous explique. On vous explique notre projet, c'est vous qui proposez des méthodologies d'analyse ou en fait on arrive avec une question, avec une méthode et c'est vous qui appliquez. Comment ça se passe d'habitude vos interactions? En fait, on a le champ des possibles. Aujourd'hui, systématiquement, nous, quand quelqu'un vient nous voir pour un projet, on a besoin de comprendre la question biologique qui est posée. Et pour le coup, pour Valentin Inform, ils ont vraiment besoin d'avoir ça, qu'il y ait du wet lab ou non, qu'il y ait la donnée brute ou déjà processée, on a vraiment besoin d'avoir l'historique pour avoir vraiment la valeur ajoutée qui est une équipe de recherche en intérim où là on accompagne. Aujourd'hui, nous, de façon pratique, soit les équipes viennent vers nous avec une question biologique ultra calée, les protocoles wet lab idéalement ne sont pas encore faits, mais s'ils sont déjà faits, on émet un regard quand même critique, si un autre prestataire est utilisé pour la partie wet lab ou c'est complètement internalisé. On aime bien avoir un regard critique et donner notre avis. Et ensuite, en fait, Franck vous a un peu donné une partie de la réponse. En général, vu que la méthode de Franck, il lance beaucoup de méthodes en parallèle. Donc, pour le coup, parce qu'il a besoin d'avoir ses contrôles checks, il a besoin de tester, et puis ça reste de chercheurs qui ont envie de regarder ce qui se passe. Et donc, pour le coup, après, c'est une discussion. Typiquement, avec le professeur Tartour, à la base, le protocole d'analyse était ultra clair. La normalisation et tout le reste, en fait, c'était plutôt clair. On allait continuer à faire ce que l'on fait d'habitude. Et la réalité, c'est qu'on ne s'est pas arrêté juste à la méthode. Typiquement, c'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté à ça, mais on a eu besoin d'utiliser d'autres méthodes. Donc après, ça dépend du besoin de l'équipe en face. Soit elles ont besoin d'un accompagnement ultra fort et de construction web lab ou data science. Là, pour le coup, on aide, on construit le protocole. Soit c'est ultra clair et on explique nous ce qu'on est en capacité de faire. Et après, sur les projets, on est beaucoup en termes de schéma de travail. On est soit en pure prestation de service, soit en collaboration. Après, c'est entre les équipes et nous de savoir s'il y a du partage de valeur, si on a un accompagnement sur le long terme, si la donnée qui a été générée, on peut la réutiliser ou pas. Voilà. Après, les schémas collaboratifs sont très ouverts. Je peux faire un petit retour d'expérience par rapport à ça. Valentin a mentionné le projet Horus qu'on a lancé, là, qui est un projet européen qui a impliqué 27 partenaires, 9 pays européens, etc. Donc, c'est un très gros projet. Et donc, effectivement, c'est un projet qui implique du clinique et l'objectif du projet, c'est de trouver des signatures immunologiques qui soient associées à une meilleure réponse au cytomégalovirus. Et donc, il nous semblait évident que cette analyse-là, on ne pourrait pas la faire nous-mêmes. Et donc, on avait eu ce contact avec Paréal par Christelle Liard. Et c'est vrai que les choses se sont quand même très facilement. Donc, la discussion, on a pris contact avec eux, on a discuté des objectifs du projet, etc. Et tout ce qui a été, moi, ce que j'ai trouvé assez remarquable, c'est que Paréal nous a accepté
d'écrire toutes leurs parties d'analyse pour la candidature aux Européens. Donc, ils n'avaient aucune assurance derrière que le projet s'est accepté et que ce projet n'était pas accepté. Nous, on n'aurait pas pu aller plus loin avec eux. Et donc, ils ont fait quand même toute l'écriture de la partie d'analyse et de comment allait être l'intégration des données, etc., sans savoir a priori, quoi. Donc c'est sur la base d'une collaboration. Et le projet a été accepté, donc c'est super. On va continuer à travailler avec eux. Mais je pense que voilà, pour l'instant, nous, on n'a pas concrètement travaillé avec eux encore. Parce que ça n'a pas encore démarré. Mais en tout cas, sur la partie préalable, on est pour l'instant très satisfait. Alors, on ne prenait pas trop de risques compte tenu de la qualité du projet, on sait bien que ça allait être accepté. Au-delà de ça, c'est des choses qu'on fait, à savoir la rédaction, que ce soit du design expérimental pour le wet lab ou, comme vous l'avez dit, pour la partie analytique de biologie computationnelle, dans les rédactions des grants, dans la rédaction des papiers, parce que c'est des choses qui sont souvent un peu mis de côté, c'est-à-dire qu'on a une très belle description de comment est-ce qu'on va générer les données, et puis la phrase d'en dessous, c'est « elles seront analysées par un bioinformaticien ». Mais il y a tout ce protocole à mettre en place et à anticiper, comme j'espère vous l'avoir fait comprendre avec cette présentation. Oui, merci pour cette présentation extrêmement claire et surtout vous avez un portfolio de services assez diversifié comme je peux le constater. Alors la question scientifique du jour, mais vous êtes que 3, vous êtes combien en termes de personnel pour pouvoir assurer un tel service? Alors on travaille beaucoup. D'accord, mais... Non, alors il y a plusieurs réponses. D'une part, faut se dire que Parial a été créé sur l'addition des compétences qui viennent de chacun 10 ans en fait, de pratique sur chacun de nos domaines. Alors particulièrement Valentin et Franck sur leur domaine purement de recherche. Donc pour le coup, ce travail-là et le démarrage de Parial et de nos services a commencé bien avant dans l'expérience de Valentin et Franck sur le sujet. Ensuite, on a commencé à 3 et c'était volontaire. On a un schéma, on est complètement indépendant. On n'a pas fait de levée de fonds. Ça nous a pris beaucoup temps d'être indépendant et de pouvoir solliciter des financements. Et on a du coup été très prudent en 2021 sur notre structure. Et aujourd'hui, Valentin et Franck travaillent effectivement encore une fois beaucoup. Cette année est une année qui est très différente pour nous. D'une part, on a un recrutement, déjà une personne, l'essai clinique dont parle Franck. En l'occurrence, on a recruté quelqu'un pour travailler avec Franck sur le sujet. Et là, pour le coup, si les recrutements sont lancés là, pour le deuxième trimestre, fin de deuxième trimestre, début du troisième, si vous avez des profils du laboratoire, on devrait trouver en immuno ou en data science, on est en recrutement actuellement. Donc là, pour le coup, pour l'instant, on arrive à la limite de ce qu'on peut faire tous ensemble, mais donc pour le coup, le recrutement est en cours. Et oui, la structure, on prévoit entre 3 et 5 recrutements à confirmer d'ici l'été. Et idéalement entre 5 et 7 d'ici la fin d'année. Merci. L'autre question que moi j'avais, c'est que finalement vous avez une approche extrêmement omique. Est-ce que vous envisagez de peut-être diversifier un peu dans le domaine de la localisation de type DSP, de chez NanoString, où on peut combiner finalement les deux approches? Est-ce que vous avez des possibilités Alors, il y a évidemment des envies d'évolution et d'internalisation de certaines technologies. On a beaucoup de demandes sur le spatial transcriptomique, qui est développé par Canis et que vous avez eu en présentation il n'y a pas très longtemps. Pour l'instant, la résolution n'est pas encore au niveau unicellulaire, mais ils y travaillent. Et moi, je pense que si on devait intégrer une technologie, à mon avis, ce serait plutôt celle-là. Pourquoi? Parce que déjà, les pathologistes sont habitués en fait à la lame d'histo, c'est quand même un gold standard dans l'analyse des cancers. Là, on passe à un niveau supérieur d'information qui est donné. Mais encore une fois, on aime bien quand on génère des données, les comprendre. Donc c'est toujours cette balance en fait à avoir. Et voilà, de notre côté, une petite formation à faire. Mais oui, il y a pas mal d'autres technos qu'on souhaite internaliser. Et Valentin, on veut internaliser beaucoup de technos. C'est pour ça qu'il me regarde de côté pour savoir si on a la capacité de le faire aussi. En fait, on a aussi, vu qu'on sait qu'il n'y a pas que l'approche RNA7 qui répond à des questions d'ordre militaire,
Sur 2022 particulièrement, on a des partenariats qui sont pour l'instant très locaux, mais qui vont devenir nationaux sur des technologies complémentaires. Donc, pour le coup, Valentin sélectionne des partenaires qui sont pertinents. Par exemple, je pense à Luminex, mais pas seulement. Des technologies qui sont complémentaires. Valentin les valide, vérifie si on atteint le bon niveau d'exigence du côté du partenaire. Et si un client en a besoin, là, on travaille et on reste sur un rôle de chef d'orchestre parce que c'est très important, encore une fois, qu'on puisse être à 360 sur les projets. C'est notre valeur ajoutée. Donc, pour l'instant, on reste en chef d'orchestre. Et après, post-2022, en fonction des demandes, en fait, on verra si on a vraiment de la récurrence sur certaines technologies complémentaires ou des nouvelles, des complètement nouvelles, où là, pour le coup, il y a un besoin historique et de compétences de Valentin et Franck. Et ça, on verra, ça, c'est des décisions qu'on prendra fin 2022, début 2023. Donc, pour l'instant, en fait, il y a rarement une techno qu'on n'est pas en capacité d'orchestrer, même si on ne l'a pas au sein du laboratoire. Et après, c'est des discussions. Et après, aussi, Valentin, parfois, sur des questions qu'on a eues, a recommandé d'autres technos alternatives, en fait. Et alors, parfois les autres, parfois pas les autres. Mais c'est aussi des choses qu'on propose de vraiment travailler. C'est d'où l'importance de travailler sur le protocole très en amont. Et c'est toujours plus simple, en plus, en termes de technologie, ces deux aspects. Alors, le wet lab coûte cher, etc., d'internaliser. Mais si des gens génèrent des données, pour le coup, on peut regarder quelle est la structure de ces données et vous parlez du feeding, par exemple, ou du string. Ça, c'est des choses que on peut aller regarder. C'est quand même relativement proche du transcriptomique. On est plutôt en capacité de comprendre ce type de données. Parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas, un point sur lequel on n'a pas insisté au début, c'est que donc on a toute la chaîne de valeur intégrée depuis la réception des échantillons jusqu'à l'output graphique. Mais en fait, les gens peuvent venir à n'importe quel moment en fait de la chaîne des valeurs. On a eu la première année où le laboratoire était en construction, des gens qui nous amenaient beaucoup de data parce que, encore une fois, c'est un problème récurrent en France, on manque de ce type de ressources. Pour rebondir sur ça, là, sur les ressources, l'intérêt aussi pareil, c'est évidemment votre expertise en immunologie. Quand on fait appel à une plateforme de bioinfo généraliste, la problématique, c'est souvent que s'il n'y a pas la compétence au niveau, l'apport il va être forcément limité. Absolument, et la masse de données qui est générée, on peut très vite se perdre entre qu'est-ce qu'on doit en sortir par rapport à... Et puis c'est notre force aussi, on comprend la question biologique, donc on sait ce qu'il faut aller chercher dans les données, et puis on sait comment le représenter. S'il n'y a pas d'autres questions, on est parfait en timing. On vous remercie tous très chaleureusement pour votre participation, soit en présentiel, soit à distance. On remercie également le professeur Tartour qui a bien voulu enregistrer cette vidéo en amont. Encore une fois, merci à tous pour votre participation et l'excellente présentation et les échanges qu'on a eus aujourd'hui. Moi, je conclurai. Donc, vous pouvez revoir le replay du coup sur notre site. On le mettra à disposition très prochainement. Et je vous invite aussi à visiter le site de Parean si vous souhaitez vous rapprocher d'eux. N'hésitez pas. Voilà. Et à échanger avec eux si vous avez de nouveaux projets que vous voulez justement avoir l'aide de Parean ou leur assistance, leurs conseils, etc. Et bien, je vous remercie tous pour cette participation. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à tous. Merci à vous. En espérant voir l'équipe de Parean bientôt encore à Bordeaux. J'espère que vous avez trouvé de bonnes adresses à Bordeaux. On compte sur vous également.